Bienvenue dans ce nouveau JT du grenier les amis, les petits singes de la sagesse et moi-même, nous vous saluons. Voilà, l'autofocus est réglé. Bienvenue dans ce nouveau JT du grenier, réalisé sans montage, sans trucage, avec un sujet super intéressant aujourd'hui, c'est comment on place son argent quand on en a évidemment, mais même quand on n'en a pas beaucoup, on peut quand même en placer un petit peu. Et donc, comment on place son argent en 2025 dans un contexte très spécifique d'hyperdomination américaine où l'Union européenne ici est en train de se faire mettre dans les cordes par évidemment le poids lourd américain qui cogne et qui ne retient pas ses coups et qui ne va pas les retenir, Groenland, Canada, etc. On va revenir tout au long de cette présentation sur cette hyper-domination américaine qui est évidemment le point clé pour comprendre tout ce qui va être investissement, placement, évolution économique, parce qu'au-delà des placements, même si vous n'avez pas de sous, eh bien vous êtes peut-être intéressé par l'évolution économique, c'est l'emploi, c'est beaucoup de choses, l'évolution économique, bien entendu, c'est l'avenir des retraites, l'avenir de la sécurité sociale, enfin voilà, nous vivons dans un monde d'économie, que cela plaise ou ne plaise pas, qu'on soit de gauche, de droite ou du centre, et ni pour ni contre, bien au contraire, peu importe, nous sommes tous évidemment complètement impactés, directement concernés par l'élection de Trump et donc ce découplage total entre l'Europe et les États-Unis qui avait déjà commencé et qui risque, hélas, à notre détriment, de s'accélérer de manière très impressionnante. Alors, le contexte économique de 2025, c'est quoi? C'est déjà, vous le voyez ici, une inflation, donc ça c'est la réserve fédérale, donc c'est vraiment encore une fois les chiffres officiels, je ne vais pas vous chercher des trucs n'importe où, c'est toujours et systématiquement sourcé, vous le savez, c'est JT du grenier et c'est sourcé uniquement avec des sources officielles. Alors certains diront oui mais les chiffres officiels disent pas tout à fait la vérité, machin. Mais bien sûr, tout ça est toujours à nuancer, mais on fait un travail d'analyse et de réflexion sur les sources et à partir des sources officielles, comme ça on n'est pas ennuyé. Et puis je vais vous dire, ça n'empêche pas de cerner réellement ce qu'il se passe. Les petits singes de la sagesse sont là pour ça, et bien évidemment, c'est un recul de l'inflation. Ce recul de l'inflation, il est réel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que nous sommes sur un recul de l'inflation, d'accord? Avec une inflation aujourd'hui à 3,75%. C'est très élevé. On venait de taux d'inflation, de taux zéro. Donc dire qu'il y a 3,75% d'inflation, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inflation, ça ne veut pas dire que les prix ne continuent pas à augmenter. Et je rappelle quand même que 2 années à 10% d'inflation, quand vous avez encore 4% d'inflation sur les 10% de hausse que vous avez eu chaque année depuis 2 ans, ça vous fait encore une inflation évidemment considérable sur les prix. Donc c'est pas en contradiction avec ce que vous ressentez ou ce que vous vivez sur le terrain. Quand on a eu 20% d'augmentation des prix depuis 2022, donc on va dire sur les 2-3 dernières années, et qu'on rajoute encore 4%, évidemment, ça coince et on le voit passer. Imaginez quand on le fait sur 100 € qui sont devenus 120, je vous la fais courte, et auquel on rajoute encore 4% d'inflation. Bon, et 4 fois 2, vous êtes à quoi? Vous êtes à 4, vous êtes à 6%, vous êtes à 6 € d'inflation, donc vous passez de 120 à 126. Donc c'est pas anodin, évidemment, du tout, et ça se voit, et ça n'est pas contradictoire, mais l'inflation diminue, c'est pas l'inflation qui baisse, c'est le taux d'inflation qui diminue, c'est la désinflation. On a une inflation moins forte. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Le contexte économique, regardez, un graphique très intéressant aussi, ça c'est l'évolution du PIB américain. Tchouk, là on est en 1950, on est en 2025 ici, fin 2024 ici. Vous voyez ici on a une pontification qui en fait s'accélère, toc, toc, toc. Donc on est en train d'aller et de constater, de voir une courbe exponentielle. Vous savez, ici on a beaucoup d'inflation, là c'est ce qui explique la pontification ici, c'est évidemment l'inflation post-Covid, donc le PIB s'accroît aussi de l'inflation, puisque l'inflation, quand vous avez 10% d'inflation, ça augmente mécaniquement votre PIB de 10% évidemment en valeur. Et donc quand votre PIB il est calculé en valeur, eh bien vous voyez ça l'effet de l'inflation.
Je vous la fais courte, si demain on avait 10% d'inflation tous les ans pendant 10 ans, vous auriez la pente du PIB qui serait comme ça aux États-Unis. Donc on peut avoir un PIB qui évidemment augmente significativement en valeur. Pour ça, il suffit d'avoir de l'inflation. Allez voir les statistiques argentines ou même ce qui peut se passer en Turquie qui est un petit peu plus proche de nous. Vous allez avoir ce genre de choses et regardez les cours de bourse, c'est pareil. Plus l'inflation est forte, plus les cours de bourse augmentent. C'est simplement qu'ils suivent quelque part l'inflation et donc forcément vous retrouvez le taux d'inflation dans le cours de bourse et vous vous retrouvez avec des envolées extraordinaires. Mais en fait, une fois que vous avez retiré l'inflation de votre valeur, vous avez peut-être même perdu de l'argent. La croissance du PIB aurait donc même tendance à s'accélérer aujourd'hui. Vous avez les petits chiffres ici, je ne sais pas si vous allez les voir. États-Unis, le montant du PIB, 27 300 milliards de dollars. Des taux, une croissance à 3,10, des taux d'intérêt à 4,50, un taux d'inflation à 2,90 qui est en train de baisser. Un taux de chômage à 4,10, je sais, on peut parler longuement du taux de chômage et de la manière dont il est calculé. Je ferai peut-être d'ailleurs un jour une vidéo consacrée juste à ça, la manière dont on calcule le taux de chômage aux États-Unis. Vous allez voir, il y a de quoi rigoler. Le budget du gouvernement, ça c'est le déficit budgétaire, moins 6,2%. Un ratio dette sur PIB de 122% du PIB. Voilà. Et le reste, c'est pas intéressant ici. Là, vous avez pays par pays, zone euro, États-Unis, etc. Vous pourrez faire un arrêt sur image pour regarder un petit peu plus en détail. Le chiffre important, c'est 0,4% de croissance pour la zone euro versus les 3,10 pour les États-Unis. Vous voyez le différentiel fondamental de croissance entre les deux pays. La croissance du PIB en zone euro, 0,4. En réalité, c'est un plongeon de l'activité industrielle depuis évidemment le début de la guerre en Ukraine, février 2022, le début de la crise énergétique, l'effondrement en particulier de l'industrie allemande et bien entendu de recul de la réindustrialisation française qui ne sera resté qu'un vœu pieux puisque ce ne sera pas passé grand chose, un pillage de nos entreprises qui se font racheter ou qui sont revendues aux États-Unis et nos cerveaux qui évidemment partent également aux États-Unis. On va s'arrêter un tout petit peu sur la France. Croissance 0,4, comme l'Union européenne, en réalité, je pense qu'on est déjà en récession, que ça ne sera pas du tout 0,4, mais ça sera plutôt moins 0,5, voire plus grave, on verra. Ça ne se voit pas encore dans les chiffres, mais moi je constate un arrêt de l'économie, un arrêt des projets, un arrêt des investissements par rapport à l'instabilité politique, depuis la dissolution, depuis cette incertitude considérable vis-à-vis du budget et donc de la fiscalité qui va être imposée aux chefs d'entreprise, aux ménages, à tous ceux qui sont en position d'investir et qui évidemment n'investissent pas puisqu'ils sont attentistes. Ils attendent de savoir quoi, à quelle sauce ils vont être mangés, c'est logique. Un taux de chômage à 7,40, vous voyez, un taux d'inflation à 1,30, je suis assez d'accord, je vois même des prix baisser, très clairement, quand vous allez maintenant en grande surface ou si vous allez, comme moi, régulièrement faire vos courses chez Aldi, vous verrez, il y a vraiment les étiquettes en baisse. J'avais fait un article sur le site Insolentiae, vous tapez Aldi prix baisse inflation et vous retrouverez sur le site Insolentiae cet article avec des photos et c'est des vrais prix et ce sont des vrais prix qui sont vraiment en baisse. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que il ne reste pas plus élevé qu'avant ou que vous n'avez pas d'autres prix qui montent. On pense notamment à l'énergie qui creuse les dépenses des ménages et des particuliers et des TPE et des PME de manière considérable. Pour les grands groupes, c'est même l'effondrement pour ceux qui sont énergie intensifs, c'est-à-dire qui ont besoin de beaucoup d'énergie. On pense à toutes les usines. Un budget du gouvernement, c'est-à-dire un déficit budgétaire prévu à 5,5, entre la baisse de la croissance qui entraîne une baisse significative des recettes et que c'est absolument pas pris en compte aujourd'hui. C'est pas pris en compte. On considère qu'on va avoir une croissance positive. Vous imaginez si on a même moins 0,5 de récession, et même si ça dure que pendant 2 trimestres, ça va avoir un effet considérable sur les recettes publiques que sont la TVA, l'impôt sur les sociétés, la TIPP, ou peut-être encore changer de nom, mais la taxe sur les produits pétroliers, l'essence, les carburants, et tout le tintouin, donc une baisse importante des rentrées, même si les dépenses n'augmentent pas, même si elles n'augmentent pas, le déficit va s'accroître de la baisse des recettes
bien entendu. Une absence de budget qui devrait finir par être votée, parce que y a trop d'instabilité fiscale et tout étant gelé, la raison va finir par l'emporter du côté de nos dirigeants, et donc François Bayrou devrait réussir, on l'a vu en tout cas avec un vote largement majoritaire au Sénat pour le vote d'un projet de budget qui est globalement la copie conforme de celui qui avait, à 3 pouillèmes près, entraîné la censure de Michel Barnier. Alors, il y a un IFI qui est passé, un impôt sur la fortune immobilière, avec une assiette beaucoup plus large, et on taxe tout. Hein. Là, on taxe les comptes en banque, on taxe l'épargne, on taxe également à l'IFI la fortune, l'impôt sur la fortune improductive, le bitcoin, vos crypto-monnaies. Voilà, on taxe tout ce qu'on peut, c'est une assiette large. Ça va faire plaisir, bien entendu, au Parti socialiste qui va pouvoir dire voilà une mesure qui nous permet de taxer les méchants riches. Donc on peut voter ce budget. De même qu'on peut voter ce budget parce qu'il y a des rediscussions sur la réforme des retraites, alors on peut le voter. Et puis en tout cas ne pas le censurer si on ne le vote pas. Hein. On peut ne pas le voter, mais ne pas le censurer. On peut s'abstenir. Hein. Donc vous pouvez avoir un budget qui passe avec simplement l'absence de certains députés ou leur abstention. Et puis des hausses d'impôts forcément plus importantes que les baisses d'impôts que nous n'aurons globalement pas. Donc on va encore, bien entendu, aggraver la pression fiscale. Le déficit net, c'est mon nouveau ratio du grenier que je voulais vous partager. Le déficit, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Il faut lire la croissance, ici c'est pas le déficit, la croissance nette de déficit, d'accord? La croissance nette de déficit. C'est quoi la croissance nette de déficit? Eh bien, quand on fait 1% de croissance de PIB, ok, on a 1% d'augmentation de notre PIB, c'est la croissance économique. Mais que dans le même temps, on a 10% de nouvelles dettes sur le PIB, 10% de déficit budgétaire sur le PIB, ça veut dire que pour faire ce 1% de croissance, on a dépensé 10% de nouvelles dettes. Autant vous dire, si je dépense 10 € pour en gagner 1, le petit manège à titre personnel pour vous, pour moi, il va pas durer longtemps. Vous allez voir votre banquier, vous lui expliquez que grâce à ce super placement, à chaque fois que le banquier vous prête 10 €, vous en gagnez 1. Je suis pas persuadé qu'il vous maintienne la ligne de crédit très longtemps, d'où l'importance de ce ratio, la croissance nette de déficit, et de regarder ce que ça donne. Et donc, en France, on a 0,4% de croissance pour un déficit que je mets ici, là, qui est de 5,50, d'accord? Ça veut dire qu'on a 5,10% en réalité de récession. Si on raisonne croissance nette de nouvelles dettes, la nouvelle croissance nette des nouvelles dettes, eh ben en réalité, on a perdu 5,10% de notre PIB. C'est pas franchement une bonne affaire. Aux États-Unis, c'est pas non plus une bonne affaire, mais c'est une moins mauvaise affaire, puisqu'en fait, ils ont 3,10% de croissance, moins 6,20%, vous remettrez le tableau qui était un petit peu plus haut pour regarder les chiffres, de déficit, égale 3,1% de récession nette de déficit. D'accord? Donc le solde net, c'est 3,1% de dette. Et pour la zone euro, c'est 0,4% de croissance, comme pour la France, avec un déficit de 3,60, et donc une récession nette de déficit de 3,2% pour notre ratio croissance nette de déficit. On est à moins 3,2 pour la zone euro, moins 3,1 pour les États-Unis, moins 5,10 pour la France. Vous avez donc compris qui est l'élève le plus malade de ces trois, de la zone euro, des États-Unis ou de la France. Et bien évidemment, le maillon faible, c'est la France. Les perspectives en zone euro et pour notre pays, eh bien une croissance qui est anémique, vous l'avez bien compris, encore plus pour la France dans laquelle on peut parler d'une récession fort probable, et on y est déjà, un recul de l'inflation, sauf choc particulier, je sais pas moi, guerre avec la Russie, et puis en même temps on se fait une guerre avec les États-Unis, vous voyez, c'est une bonne idée quand même, hein, de pas s'entendre avec Poutine, je vous dis pas qu'il est gentil, hein, mais ne pas s'entendre avec Poutine, et en même temps ne pas s'entendre avec les
les États-Unis. Le dernier qui avait fait cette erreur, c'était un certain Adolf H. Et donc il avait décidé de rentrer en guerre contre la Russie de Poutine, et puis contre, évidemment, les États-Unis. Il n'a pas vraiment décidé, mais enfin bon, quand ils ont débarqué, il était en guerre contre les États-Unis. Donc, voilà, affronter en même temps la Russie et en même temps les États-Unis, comme ça, hein, de vous à moi, sans être un grand diplomate, ni un grand historien, ni un immense économiste, mais un petit modeste économiste de grenier normand, je peux vous assurer que ça ne me semble pas être l'idée géniale du siècle. Et pourtant, oui, c'est celle d'Ursula von der Leyen, la présidente de l'Union européenne, qui vous explique doctement qu'il faut lutter contre Poutine et puis qu'il ne faut pas se laisser faire par Trump. Donc, elle est en train de nous dire qu'il faut être en guerre, entre guillemets, hein, économique, peut-être même un jour physique avec la Russie, bon, puisqu'on envoie des armes en Ukraine, alors peut-être un jour on pourrait même envoyer des troupes au sol si on écoute notre président Macron, donc bref, pourquoi pas, mais en tout cas en guerre économique, à minima, contre la Russie dont on se prive du gaz pas cher et du pétrole, et puis contre les États-Unis. Alors je vous raconte pas, si on n'a plus le gaz russe et puis qu'on n'a plus le GNL, le gaz liquéfié américain qui a remplacé le gaz russe, il y en a qui vont avoir très très froid cet hiver. Ça ne sera pas tant les Français, ça sera plutôt nos voisins allemands qui sont extrêmement dépendants, bien entendu, des livraisons de GNL américains. Donc, sauf choc particulier, un recul de l'inflation, une baisse des taux qui va se poursuivre et pourrait s'accélérer vers des taux directeurs à 2%, ça je parle de la zone euro, d'accord, on est en zone euro, une parité euro-dollar qui devrait aller vers 1 pour 1, et puis voire même avec un euro qui vaudra moins qu'un dollar, des cours de bourse qui devraient être irréguliers et possiblement baissiers, parce que beaucoup risquent de jouer la zone dollar, beaucoup plus que la zone euro, avec des flux. D'ailleurs, le gouverneur de la Banque de France s'en était inquiété en disant « Oh là là, il y a 300 milliards d'euros qui partent aux États-Unis. » Ben oui, mon petit chéri, je pense que c'est pas fini, parce qu'avec la politique que vous nous menez en zone euro, il y a fort à parier que la smart money, c'est l'argent des investisseurs intelligents, elle partent massivement aux États-Unis d'Amérique. Les chocs possibles, vous l'avez compris, géopolitiques avec la Chine, la Russie, les États-Unis, pour nous, l'Europe. D'accord ? C'est-à-dire que l'idée de se fâcher avec la Russie, c'est déjà fait. Avec les États-Unis, on va s'en charger. Avec la Chine, pour s'achever. Au bout du compte, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Voilà. Et je vous ai fait des belles rimes et une belle allitération en « et ». Une crise de la dette en Europe, entraînant un risque systémique de l'euro, pour l'euro, avec en coupable idéal ou en maillon faible, bien entendu, par lequel la crise pourrait arriver, la France. Un risque politique majeur en Europe, attisé par les USA qui veulent une victoire des partis souverainistes au sens large, et peut-être même l'explosion de la zone euro et de l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne, la zone euro et l'euro sont en gros un contre-pouvoir aux États-Unis. Très intéressant, un article de BFM que vous pourrez aller lire de vos yeux vus. Nous sommes le prédateur dominant. Un élu américain lance une loi pour aider Trump à acquérir le Groenland. Je trouve extraordinaire, c'est cette expression de prédateur dominant. Alors effectivement, quand on est face à un prédateur, on sort le fusil, on sort le calibre 12 et pam, le prédateur, on l'abat d'un coup de cartouche. Bon, ça, faut avoir les moyens de le faire. Donc ça, c'est une analogie de chasseur, cueilleur, évidemment, depuis la nuit des temps. Et si on applique ça au système moderne, eh bien, pour pouvoir chasser le prédateur ou se protéger d'un prédateur, que faut-il ? Eh bien, il faut avoir les moyens de son économie, de son indépendance. Il faut être capable, bien entendu, de résister politiquement. Et pour pouvoir résister politiquement, eh bien, il faut avoir les reins solides économiquement. C'est pas notre cas, d'où notre fragilité intrinsèque en Europe, de manière générale, en France encore plus de manière particulière, au-delà des insultes absurdes. Donc, je ne supporte plus des insultes à l'égard de Trump. Non pas que je sois un amoureux de Trump, c'est pas mon sujet, mais j'ai insulté un adversaire ne vous aidera jamais à comprendre sa stratégie, d'accord ? Donc vous pouvez dire qu'il est méchant, vous pouvez le traiter de tous les noms, c'est pas le sujet. Ça vous aidera jamais à comprendre ce qu'il va se passer et comment ne pas le subir totalement. Donc insulter un adversaire n'a jamais constitué une stratégie politique, diplomatique,
économique qui soit cohérente. Donc moi, tous ceux qui insultent Donald Trump, je ne peux plus les supporter parce qu'en fait, ce sont des gens qui nous empêchent de réfléchir, qui vous empêchent de réfléchir et qui nous empêchent de penser les risques et les stratégies, évidemment, à mettre en place pour pouvoir quoi faire? Eh bien, tout simplement, suivre ce qui relève de nos intérêts à nous. Voilà. Et donc, les insultes contre Donald Trump, ça n'a strictement aucun sens. Trump et Musk, c'est le changement sociétal. Ils peuvent plaire à certains, faire extrêmement peur à d'autres, peu importe, mais c'est évidemment un changement sociétal qu'on voit déjà à l'œuvre. Et bien entendu, un changement économique majeur, un tournant majeur, avec un objectif, c'est l'hyperdomination brute et brutale, mais fondamentalement diplomatique et économique. Pas avec le recours à l'armée. Donald Trump n'a pas dit « je vais envahir Panama demain ». Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Mais a priori, ce n'est pas la voie militaire qui est à chaque fois privilégiée par Donald Trump, qui n'est pas un guerrier, qui est un businessman. Il n'est pas un guerrier, il est un businessman. Et donc lui, c'est plutôt la négociation, l'art du deal et de l'accord, beaucoup plus que l'utilisation de la force brute armée. En revanche, dans le cadre des négociations, on va utiliser la force brute diplomatique, la force brute économique, et bien entendu, on n'hésitera jamais à menacer de la force brute militaire, mais a priori, ce n'est pas le premier usage. Et d'ailleurs, que ce soit pour le Groenland ou pour le Canada, Donald Trump ne veut pas a priori envahir le Canada avec l'armée américaine ou envahir le Groenland avec l'armée américaine. Il va le faire de manière diplomatique et politique, et comme il y a un référendum sur l'indépendance au Groenland au mois d'avril 2025, c'est dans 2 mois, eh bien vous verrez que ce sera une solution politique, économique et diplomatique, et il va attraper le Groenland, l'utilisation de tous les moyens américains pour assurer leur domination sans partage du monde, et au bout du compte, le partage, il arrive, d'accord? Dernière fois qu'il y a eu un partage du monde, c'était la conférence de Yalta. Bon, et donc il y aura une nouvelle conférence un jour, mais avant de se faire ce partage, eh bien chacun essaye d'être au maximum dans une position de domination pour avoir le maximum à négocier. C'est exactement ce qui se passe en Ukraine aussi pour négocier une paix ou un cessez-le-feu. Chacun essaye, pour les Ukrainiens, de reprendre le maximum de territoire, pour les Russes d'en prendre le maximum, et donc chacun essaye d'être dans le meilleur rapport de force possible pour arriver avec le plus d'atouts possible et de cartes en main à la table des négociations. C'est exactement ce à quoi vous assistez. Il ne faut avoir aucune naïveté sur ce qui peut arriver à l'Union européenne dans un tel contexte, dans un contexte de volonté d'hyperdomination. L'intérêt supérieur des États-Unis d'Amérique, c'est la destruction de l'Union européenne et le retour des États-nations européens, parce que tout simplement, ça fera quelque chose de beaucoup plus disloqué, donc de beaucoup moins homogène face à eux, donc évidemment de beaucoup plus facilement négociable vis-à-vis de chacun des pays en termes de négociation, c'est une évidence. Alors regardez, à propos du Groenland, cette hyper-domination, donc je vous parlais de l'annexion du canal de Panama, de l'annexion du Canada, de l'annexion du Groenland et de la destruction potentielle de la zone euro. Vous devez comprendre que ça va être extrêmement générateur de choc sur l'année 2025. Voilà, donc vaut mieux jouer la zone américaine que la zone euro. Bon. Juste pour le Groenland, on n'a pas l'habitude de bien regarder, alors sauf pour ceux qui pensent que la Terre est plate, mais on n'a pas l'habitude de bien regarder comment ça se situe. Mais regardez, ça c'est le Groenland, ça c'est les États-Unis, ça c'est l'Europe et ça c'est la Russie, ça c'est l'Alaska. Et donc vous voyez que le Groenland c'est évidemment stratégique pour les États-Unis. Vous avez une autre image là-dessus, vous pourrez faire vos recherches vous-même, mais c'est très intéressant de regarder le Groenland vu d'en haut et pas vu de côté comme quand on regarde classiquement nos cartes du monde. Alors évidemment, pour ceux qui voudront aller plus loin, eh bien, le dossier stratégie du mois de janvier, il est consacré à comment placer son argent en 2025 face à l'hyperdomination américaine. Alors, je vous parlerai évidemment longuement de ce risque principal qui est celui de l'hyperdomination des États-Unis, de la réduction des dépenses massives et donc d'un choc qui va se produire sur le marché obligataire parce que oui, Elon Musk, il ne va pas y aller par le dos de la petite cuillère et vous allez voir que
les États-Unis vont réussir à maîtriser leur déficit budgétaire et que ça va déstabiliser profondément les pays qui, eux, n'y arrivent pas. Et vous savez à qui je pense, à nous. Et oui, c'est Bibi qui, lui, n'y arrive pas. Et Bibi, le français, eh ben, ça va être compliqué si les États-Unis baissent considérablement leur déficit budgétaire, baissent considérablement leurs dépenses. Regardez ce qui se passe en Argentine. Même l'Argentine fait 100 fois mieux que la France. Ça va nous poser un véritable souci et ça risque d'aller très vite. On va sans doute vers des chocs sur le marché obligataire. La destruction possible de l'Union européenne et de l'euro, seule alternative possible au dollar, c'est évidemment l'un des autres risques majeurs pour 2025 face à cette hyper-domination américaine qui peut être tentée de justement se détruire et supprimer ce concurrent potentiel. On parlera inflation, dollar, taux, fiscalité, risque politique, vous l'avez bien compris. Et puis évidemment après, comment placer concrètement son argent, les placements pertinents et à privilégier, ceux qu'il faut évidemment fuir, la liste des actions en bourse à potentiel et des stratégies spécifiques d'investissement à suivre en 2025. Voilà. Donc ça, c'est pour tous les abonnés à la stratégie. Ceux qui ne savent pas comment est un dossier stratégie, vous pouvez faire un arrêt sur image et aller chercher cet article qui vous permettra d'avoir un dossier stratégie offert. Vous tapez simplement dans le site Insolentiae, vous avez une petite loupe dossier stratégie offert à tous et vous arriverez sur cet article et vous pourrez télécharger sans même avoir à donner votre adresse mail. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour vous. Ceux qui veulent s'abonner à la stratégie, c'est là-haut, vous avez un petit i, vous suivez, ça vous expliquera tout. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, X maintenant, @Insolentiae, sur Facebook bien évidemment. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, qui n'est plus bleu d'ailleurs, pour pousser un petit peu cette vidéo. Vous pouvez la partager massivement et sans réserve. Vous pouvez aussi mettre un commentaire en bas, toujours bienveillant, gentil, aimable, et qui apporte un éclairage ou votre vision, enfin voilà, mais j'aime pas les commentaires qui ont juste pour objet de sortir des vacheries et qui sortent de la bienveillance. Je parle pas pour moi, je m'en fiche complètement, mais entre vous, etc., c'est chouette quand on a des échanges et des commentaires bienveillants, donc c'est le plus considérablement le cas donc pour que ça dure, et faites-le durer, et je sais que je peux compter sur vous. Et puis insolentiae.com/boutique pour la stratégie et Insolentiae tout court. Vous pouvez vous abonner à la lettre d'information qui elle est gratuite avec tous les articles une fois par jour. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur comment un peu placer son argent en 2025. Ben, vous l'avez compris, plutôt en tout cas, un petit conseil gratuit, privilégier les placements sur la zone Amérique que sur la zone euro, parce que la zone euro risque probablement de connaître des moments assez difficiles et assez compliqués, et insulter Donald Trump n'y changera rien, et ça serait bien quand même que beaucoup prennent un petit peu de maturité, notamment en termes de réflexion. Insulter, c'est pas une analyse, voilà. Insulter, c'est pas un programme. Insulter, c'est pas une diplomatie. Insulter, ça ne fait pas une politique ni étrangère ni économique chez nous pour faire face à ce qui est en train de nous arriver dessus. Sur ce, je vous souhaite une belle et heureuse semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau JT du Grenier. Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez, c'est le plus important. L'économie, ça reste de l'intendance tant que les assiettes sont pleines. Allez, salut les amis, à bientôt.